Mabel avait toujours pensé que la trahison ressemblerait à un coup de poing soudain à l'estomac. Au lieu de cela, elle s'était insinuée lentement, s'enroulant autour de sa gorge comme un foulard de soie jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus respirer. Le jour où elle les surprit ensemble, Mabel n'était même pas censée être à la maison. Elle devait choisir les arrangements floraux pour son mariage. Mais une migraine l'avait forcée à reporter, et elle était rentrée chez elle pour trouver la voiture de sa sœur Nelly dans l'allée. C'était étrange, car Nelly aurait dû être au travail. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Elle entendit des gloussements venant d'en haut, de sa chambre. Ses pieds semblaient lourds alors qu'elle montait chaque marche, son cœur sachant déjà ce que son esprit refusait d'accepter. Anthony. La voix de Nelly flottait à travers l'entrebâillement de la porte. Nous devrions le lui dire bientôt. Je sais, bébé, répondit Anthony. Après le mariage, d'accord? On trouvera une solution. La main de Mabel tremblait alors qu'elle poussait la porte. Ils étaient là, son fiancé et sa sœur, enchevêtrés dans ses draps. Les mêmes draps qu'elle et Anthony avaient choisis ensemble chez Bed Bath & Beyond le mois dernier. Mabel. Nelly se dépêcha de se couvrir, mais Anthony resta assis là, figé. Oh mon Dieu, ce n'est pas. Je veux dire, nous allions? Allier quoi? La voix de Mabel semblait étrangère, étrangement calme. Attendre après le mariage pour me dire que tu couchais avec mon fiancé? Anthony retrouva enfin sa voix. Mabel, s'il te plaît. Nous ne voulions pas que cela arrive. C'est juste arrivé. Elle rit. Rit réellement. Depuis combien de temps? Nelly se mit à pleurer. 3 mois. Et je suis enceinte. La pièce tourna. 3 mois. Pendant qu'elles planifiaient leur mariage, choisissaient la porcelaine et écrivaient ses vœux, ils planifiaient leur propre avenir. Sortez, murmura Mabel. Comme aucun d'eux ne bougeait, elle attrapa les vêtements d'Anthony par terre et les lui lança. Dehors. Ils s'habillèrent rapidement, Nelly sanglotant tout le temps. Mabel se tenait dans l'encadrement de la porte, bloquant leur sortie. La bague, dit-elle froidement. Anthony cligna des yeux. Quoi? La bague de fiançailles. Rends-la-moi. Il la retira, son contact lui donnant la chair de poule. Alors qu'il passait devant elle en traînant les pieds, Nelly tendit la main vers son bras. Mabel, s'il te plaît. Nous devons en parler. Elle se dégagea brusquement. Ne me touche pas. Plus jamais. Les jours suivants passèrent dans un brouillard. Sa mère appelait constamment, laissant des messages vocaux de plus en plus frustrés. Mabel, tu dois rentrer à la maison, dit sa mère dans un message. Nelly est anéantie. Elle a besoin de sa sœur en ce moment. Le 4e jour, Mabel répondit enfin. Elle a besoin de moi. Tu es sérieuse? Ma chérie, ces choses arrivent. Nelly et Anthony, ils sont amoureux, d'un amour véritable, et avec le bébé qui arrive. Arrête, la voix de Mabel se brisa. Juste, arrête. Nous avons un dîner de famille ce soir, continua sa mère comme si elle n'avait pas parlé. Tout le monde sera là. Nous devons discuter de la situation comme des adultes. Mabel se présenta contre son gré. La salle à manger semblait étouffante. Nelly et Anthony assis ensemble, sa mère planant anxieusement, son père fixant son assiette. Nous nous marions le mois prochain, annonça Nelly, la main protectrice sur son ventre. Une petite cérémonie. Rien d'extravagant. Sa mère rayonnait. N'est-ce pas merveilleux? Tu seras tante, Mabel. Mabel se leva si rapidement que sa chaise bascula en arrière. Merveilleux, dit-elle, la voix tremblante. Ma sœur couche avec mon fiancé, tombe enceinte, et c'est merveilleux. Allons, Mabel, intervint enfin son père. Ce qui est fait est fait. Nous devons aller de l'avant en tant que famille. Une famille? Mabel attrapa son sac à main. Vous voulez savoir ce que fait une famille? Une famille se protège. Une famille ne vole pas votre bonheur en s'attendant à ce que vous célébriez leur trahison. Nelly se remit à pleurer. Elle avait toujours été douée pour ça. S'il te plaît, Mabel, je l'aime. Nous nous aimons. Mabel les regarda tous. Les larmes de sa sœur, le visage coupable d'Anthony, les yeux suppliants de ses parents. À cet instant, quelque chose en elle se durcit.
Il voulait qu'elle pardonne et oublie. Qu'elle joue la sœur et la fille compréhensive. Au lieu de cela, elle se dirigea vers la porte, ne s'arrêtant que pour dire « Félicitations pour votre petite famille parfaite. J'espère que vous serez tous très heureux ensemble. » Alors qu'elle s'éloignait en voiture, son téléphone vibra de messages qu'elle ne lirait pas. Il pensait que c'était la fin. Pauvre Mabel, fuyant pour panser ses plaies. Mais ils avaient tort. Ce n'était pas la fin. C'était juste le commencement. Mabel gara sa voiture dans l'allée de son meilleur ami, Moses. Sa main était stable sur le volant pour la première fois depuis des jours. Il ouvrit la porte avant qu'elle ne puisse frapper, jeta un coup d'œil à son visage et la serra dans ses bras. « J'ai besoin de ton aide », murmura-t-elle contre son épaule. « N'importe quoi », répondit-il sans hésiter. « Je veux acheter une maison », dit-elle en se reculant pour croiser son regard confus. « Leur maison de rêve, plus précisément. Et je sais exactement comment faire. 6 mois peuvent tout changer. » Mabel était assise dans le bureau de Craig, le regardant examiner les rapports trimestriels qu'elle avait préparés. Les sourcils de son mentor se haussaient à chaque page. « Mabel, ces chiffres sont exceptionnels, » dit-il en posant les papiers. « Tu as doublé ton portefeuille de clients depuis le printemps. » Elle sourit, pensant aux nuits blanches et aux innombrables cafés qu'il avait menés là. « Merci. J'ai été concentré. » Concentré est un euphémisme, dit Craig. Le conseil d'administration l'a remarqué. On parle d'une promotion. Son téléphone vibra sur le bureau, un autre texto de Nelly. Elle le mit en mode silencieux sans même regarder. En parlant de concentration, Craig se pencha en avant, son ton plus léger maintenant. Comment avance la recherche de maison? En fait, je finalise l'achat d'une propriété la semaine prochaine, dit-elle, essayant de garder une voix neutre. La maison victorienne sur Maple Grove, siffla Craig. C'est un sacré achat pour un premier acquéreur. Tu es sûr de toi? Plus que tout, dit-elle fermement. Après le travail, Mabel retrouva Moses à leur café habituel. Il était déjà là, son ordinateur portable ouvert, des documents immobiliers étalés sur la table. Les vendeurs ont accepté ton offre, dit-il sans préambule. Mais il y a autre chose. Regarde ça. Il tourna son ordinateur portable vers elle. Sur l'écran se trouvait une publication de Nelly sur les réseaux sociaux. Hâte de commencer notre nouveau chapitre. Maison de rêve, bébé en route. En dessous, une photo d'elle et Anthony devant la même maison victorienne que Mabel était sur le point de posséder. Ils ne savent pas, dit Mabel en sirotant son café. Ils pensent qu'ils vont la voir. Mabel. Moses passa une main dans ses cheveux. Es-tu absolument sûr de ça? Une fois que tu auras signé ces papiers. Ils rencontrent l'agent immobilier demain pour faire leur offre. L'interrompit-elle, le ton calme. Une offre qu'ils ne peuvent pas se permettre, d'ailleurs. J'ai vu la situation financière d'Anthony. Comment as-tu? Denise de la compta. Elle me devait une faveur. Moses ferma son ordinateur portable, secouant la tête. Tu as pensé à tout, n'est-ce pas? Presque, dit Mabel en sortant son téléphone. Elle lui montra l'invitation qu'elle venait de recevoir. Nelly organisait une pendaison de crémaillère le mois prochain pour une maison qu'elle ne possédait pas encore. Son téléphone sonna. C'était sa mère cette fois. Elle refusa l'appel. Ils vont te détester pour ça, dit Moses doucement. Ils me détestent déjà, répondit-elle, la voix assurée. Ils font juste semblant que non. La semaine suivante passa dans un tourbillon de signatures et de documents juridiques. Mabel était assise dans le bureau de son avocat, son stylo planant au-dessus du dernier papier. Une fois que vous signez, dit l'avocat, la maison est à vous. Toutes les rénovations et modifications seront à votre discrétion. Elle signa. En sortant, elle bouscula Denise du travail. Et, j'allais justement à ton bureau. Tu as entendu pour Nelly et Anthony? L'estomac de Mabel se noua. Quoi à leur sujet? Leur demande de prêt a été refusée. Ils sont anéantis. Nelly n'arrête pas de pleurer sur Facebook d'avoir perdu la maison de leur rêve. Mabel força un froncement de sourcils compatissant. C'est terrible. Je sais. Et avec le bébé qui arrive. Denise baissa la voix. Ta mère a appelé le bureau pour te chercher.
Elle a dit que Nelly avait vraiment besoin de sa sœur en ce moment. Je suis sûr qu'elle en a besoin, dit Mabel, balayant le sujet d'un revers de main. De retour à son bureau, elle ouvrit ses emails pour trouver le devis de l'entrepreneur pour les rénovations. Le montant entamerait à peine ses économies. Contrairement à Nelly et Anthony, Mabel avait été intelligente avec son argent. Son téléphone s'alluma avec un texto de Michel. Dîner de famille ce soir. S'il te plaît, viens. Ils annoncent le sexe du bébé. Mabel répondit, Papa travaille tard. Tu ne pourras pas les éviter éternellement, répondit Michel. Regarde-moi faire, pensa Mabel. Ce soir-là, Mabel se tenait devant sa nouvelle maison. Sa maison. Le porche avait besoin de travaux, et la peinture s'écaillait, mais elle était à elle, tout à elle. Moses arriva dans sa voiture. Je me doutais que je te trouverais ici, dit-il. J'imagine juste les possibilités. Elle se tourna vers lui. Tu veux voir l'intérieur? Ils traversèrent les pièces vides, leurs pas résonnants. Nelly et Anthony y avaient planifié tout leur avenir. La chambre d'enfant à l'étage, la rénovation de la cuisine, les garden parties. Quand leur dis-tu? Demanda Moses. Bientôt, dit-elle en se dirigeant vers la baie vitrée. Celle dont Nelly s'était extasiée sur les réseaux sociaux. Ils vont avoir une fille, tu sais. Ils l'ont appris aujourd'hui. Mabel, ne. Elle appuya sa main contre la vitre fraîche. Ne me fais pas culpabiliser pour ça. Ils ne se sont pas sentis coupables de ce qu'ils m'ont fait. Son téléphone vibra de nouveau. Cette fois, elle regarda. C'était l'invitation à la pendaison de crémaillère de Nelly, envoyée à tout le groupe de discussion familiale. Rejoignez-nous pour célébrer notre nouvelle maison. Hâte de partager ce moment spécial avec tous ceux que nous aimons. Moses lut par-dessus son épaule. Elle ne sait toujours pas, non, dit Mabel, un petit sourire se formant. Mais elle le saura très bientôt. Elle jeta un dernier regard à ce qui aurait dû être la maison de leur rêve. Dans 30 jours, les entrepreneurs arriveraient. Dans 31 jours, Nelly et Anthony réaliseraient exactement ce qu'ils avaient perdu. Et Mabel serait là pour assister à tout cela. Tu es différente ces derniers temps, dit Denise, étudiant Mabel pendant le déjeuner. Plus calme. Presque effroyablement calme. Mabel remua sa salade, regardant les feuilles de laitue tourbillonner comme de minuscules bateaux verts. Je suis juste concentré sur le travail. S'il te plaît, tu manigances quelque chose. Denise se pencha plus près. Crache le morceau. Avant que Mabel ne puisse répondre, Nelly entra dans le restaurant, son ventre de femme enceinte désormais évident sous sa robe ample. Mabel se cacha derrière son menu, mais il était trop tard. Mabel. Nelly s'avança en se dandinant, Anthony la suivant de près. J'essaie de te joindre depuis des semaines. J'ai été occupé. Dit Mabel, gardant une voix légère et professionnelle. Le restaurant était plein de ses collègues. Félicitations pour la révélation du sexe. Tu en saurais plus si tu venais au dîner de famille. Nelly tira une chaise, sans y être invitée. Tu nous manques. Anthony se tenait maladroitement à côté d'elle. Salut, Mabel. Elle l'ignora, rassemblant ses affaires. Désolé, j'ai une réunion. Attends. Nelly attrapa son bras. La pendaison de crémaillère. Tu viens, n'est-ce pas? Nous avons trouvé une autre maison, encore mieux que la victorienne. Tout arrive pour une raison, tu sais. Mabel croisa son regard. Vraiment? Bien sûr. Comme moi et Anthony. Parfois, l'univers sait mieux que nous. Denise s'étouffa avec son eau. L'univers? Mabel se leva. Bien. Eh bien, je ne manquerai ta pendaison de crémaillère pour rien au monde. Dehors, Denise la rattrapa. Ok, c'était quoi ça? On aurait dit que tu allais soit pleurer, soit commettre un meurtre. Ni l'un ni l'autre, dit Mabel en consultant son téléphone. Un email des entrepreneurs confirmait la date de début des travaux pour la semaine prochaine. J'aide juste un peu l'univers. De retour au bureau, Moses attendait près de son bureau. Réunion d'urgence entre meilleurs amis. Maintenant, dit-il en l'entraînant dans la cage d'escalier, leur lieu habituel pour les conversations privées. Je viens d'entendre Anthony au téléphone, dit-il.
Il a des ennuis, ma belle. De gros ennuis. Quel genre d'ennuis, demanda-t-elle. Des dettes de jeu. Il parie sur des matchs sportifs et perd gros. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu obtenir le prêt immobilier. Mabel s'appuya contre le mur, les bras croisés. Est-ce que Nelly est au courant? Non, répondit Moses en passant une main dans ses cheveux. Il dit à tout le monde qu'ils ont choisi une autre maison parce que c'est mieux pour le bébé. Ça change les choses, n'est-ce pas? Demanda Moses, la voix incertaine. Ça change quoi, ton plan? Je veux dire, il souffre déjà. Peut-être que ça suffit. Mabel pensa aux messages vocaux de sa mère. Tous disaient que Nelly avait besoin de soutien, qu'ils étaient bénis, et que Mabel devait passer à autre chose. Elle pensa à la main d'Anthony sur le ventre de Nelly au restaurant. La même main qui tenait la sienne autrefois. Non, dit-elle fermement. Ça ne suffit pas, cette nuit-là, elle passa en voiture devant leur appartement actuel. Les lumières étaient allumées, des ombres bougeaient derrière les rideaux. Ils avaient l'air heureux, normaux, comme s'ils n'avaient pas détruit la vie de quelqu'un d'autre pour construire la leur. Son téléphone sonna. C'était Michel. Avant que tu ne dises non, dit Michel quand Mabel répondit, écoute-moi. Brunch en famille. Dimanche. Juste toi et moi. Et, d'accord, oui, Nelly et ta mère seront là, admit Michel. Mais moi aussi, je ferai diversion. S'il te plaît. Je déteste être coincé entre tout le monde. D'accord. 1 heure. Dimanche arriva trop vite. Mabel entra dans le café pour trouver Nelly déjà en larmes. Ses hormones? Renifla Nelly alors que Mabel s'asseyait. Je suis tellement heureuse que tu sois venue, rayonna sa mère. Tu vois, c'est ce que fait une famille. Nous nous réunissons. Michel croisa le regard de Mabel et articula, désolé. Nelly s'essuya les yeux. La nouvelle maison est parfaite. Les propriétaires ont accepté notre offre tout de suite. Anthony dit que c'était écrit. Quand emménagez-vous? Demanda Mabel, connaissant la réponse. Dans 3 semaines. Juste à temps pour préparer la chambre d'enfant avant que je ne devienne trop grosse. Nelly sortit son téléphone. Tu veux voir les photos? Les anciens propriétaires font quelques rénovations avant que nous emménagions. Mabel regarda les photos. Sa maison, ses rénovations. Charmant. Nous pensons l'appeler Mabel, dit soudain Nelly. D'après toi. Pour montrer qu'il n'y a pas de rancune. Le café devint silencieux. Même leur mère semblait mal à l'aise. Non, dit Mabel doucement. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de voler ma vie et ensuite de donner mon nom à ton bébé comme si ça arrangeait tout. La lèvre inférieure de Nelly trembla. Je pensais que tu serais honoré. Honoré. Mabel se leva, sa chaise raclant bruyamment. Tu veux m'honorer? Essaie de ne pas coucher avec mon fiancé la prochaine fois. Mabel, siffla sa mère. Les gens regardent. Laisse-les regarder. Mabel attrapa son sac à main. J'en ai fini de faire semblant que tout va bien. Michel la suivit dehors. C'était intense. Ça va devenir encore plus intense. Mabel lui montra le planning de l'entrepreneur sur son téléphone. Il commence demain. Les rénovations que Nelly pense que les vendeurs font? Exactement. Michel l'étudia un long moment. Tu sais que ça ne te fera pas te sentir mieux, n'est-ce pas? Peut-être pas, dit Mabel, jetant un coup d'œil par la fenêtre où Nelly pleurait sur l'épaule de leur mère. Mais ça les fera se sentir plus mal. Et pour l'instant, c'est tout ce qui compte. La fête d'anniversaire de Michel ressemblait à une promenade dans un champ de mine. Le jardin était rempli de visages familiers, tous feignant de ne pas regarder Mabel naviguer à travers la foule. Moses lui serra la main de manière rassurante. On peut partir quand tu veux, murmura-t-il. Pas encore. Elle repéra Anthony près de la table des boissons, consultant son téléphone avec une expression inquiète. Ça devient intéressant, murmura-t-elle. Nelly fit un signe de la main depuis son siège d'honneur, entouré de sacs cadeaux remplis d'articles pour bébé. Fais-lui confiance pour détourner la fête d'anniversaire de quelqu'un d'autre. Mabel, viens sentir le bébé bouger, appela Nelly. Ça va aller. Mabel prit un verre de vin,
regardant Anthony s'éclipser pour passer un autre appel téléphonique. Michel apparut à côté d'elle. Il fait ça depuis cet après-midi. Nelly pense qu'il gère des trucs de boulot. Des trucs de bookmaker, plus probablement, marmonna Mabel. Quoi? Rien. Mabel força un sourire juste au moment où sa mère s'approchait. Mabel, ma chérie, Nelly va ouvrir les cadeaux. Viens t'asseoir avec nous. En fait, dit Mabel, élevant légèrement la voix. J'adorerais en savoir plus sur la maison. Nelly, les rénovations doivent être presque terminées. Nelly s'illumina. Oh mon Dieu, oui. Les entrepreneurs ont été incroyables. Ils peignent la chambre d'enfant dans cette magnifique nuance de lavande. Les entrepreneurs. Interrompit Anthony, revenant de son appel. Son visage était devenu pâle. Quels entrepreneurs? Ceux qui font les rénovations avant que nous emménagions. Nelly fronça les sourcils. Tu as dit que les vendeurs avaient tout arrangé. Anthony tira sur son col. Oui, oui. Bien sûr. Mabel sirota son vin, le regardant se tortiller. Il n'avait rien arrangé. Il n'aurait pas pu, puisqu'il ne possédait pas la maison. Elle se demanda combien de temps il pourrait maintenir le mensonge. Montre à tout le monde les photos de la chambre d'enfant, insista Nelly. Le téléphone d'Anthony sonna de nouveau. Désolé, je dois prendre cet appel. Mabel le suivit au coin de la maison, restant juste assez près pour entendre. Je sais que je suis en retard sur le paiement, siffla-t-il dans le téléphone. La maison est tombée à l'eau, d'accord? Mais j'ai un autre plan. Non, s'il vous plaît, donnez-moi juste 2 semaines de plus. Des problèmes? Mabel apparut. Il sursauta, mettant fin à elle. Naomi n'était pas censée l'entendre. Assise à son bureau, elle fixait les tableurs ouverts sur son ordinateur portable quand son téléphone sonna. Le nom de son père s'afficha sur l'écran. Papa. Un nom qui autrefois portait de la chaleur, mais qui récemment ressemblait à une obligation. Elle répondit, « Salut papa. » Pas de réponse. Au début, elle pensa que c'était une mauvaise connexion, mais ensuite elle entendit des bruissements, le bruit d'une chaise raclant le sol, un soupir, puis sa voix. C'est une ratée. Elle ne réussira jamais. L'estomac de Naomi se noua. Elle se figea, le téléphone toujours collé à son oreille. Allons, Philippe. La voix de sa mère intervint, plus discrète mais tout aussi cinglante. Elle s'en sort bien. Elle paie l'hypothèque, n'est-ce pas, ricana son père. C'est la moindre des choses après tout ce que nous avons fait pour elle. Tu crois que je suis fier d'elle? Elle était une erreur qui n'aurait jamais dû arriver. Une déception constante. Et elle pense qu'elle a réussi? Elle ne sera jamais rien de plus qu'une blague. Une erreur. Une blague. Les mots la tailladèrent comme 1000 coupures de papier. Sa bouche devint sèche, ses doigts se crispant autour de son téléphone. Elle voulait raccrocher. Elle voulait hurler. Mais elle ne pouvait pas bouger. Elle ne pouvait plus respirer. Elle a de la chance qu'on la laisse faire partie de cette famille, continua son père. Je ne sais pas pourquoi elle s'acharne autant. Elle ne sera jamais des nôtres. Et puis Naomi réalisa. Il n'avait jamais eu l'intention de l'appeler. Il avait oublié de raccrocher. C'est alors que l'appel prit fin. Le silence dans son appartement était assourdissant. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait faire trembler les murs. Elle resta assise là pendant un long moment, à ne rien fixer. Depuis 6 ans, elle payait discrètement leur hypothèque. Ils pensaient que leur paiement allait à la banque. Mais la vérité, c'est que c'était elle qui leur maintenait un toit au-dessus de la tête. Grâce à JSC Holdings. La société d'investissement qu'elle avait créée avec l'aide de son conseiller financier. Elle avait racheté leur hypothèque à la banque après qu'ils aient failli perdre la maison. Ils n'avaient jamais lu les petits caractères. Ils n'avaient jamais su. Ils n'avaient aucune idée qu'ils vivaient grâce à sa générosité. Et maintenant, Naomi réalisait qu'il s'en serait fichu. Toute sa vie, elle s'était pliée en 4 pour obtenir l'approbation de son père. Elle avait travaillé plus dur que quiconque. Monté plus haut dans sa carrière. Gagné plus d'argent qu'il n'en avait jamais gagné. Mais ce n'était jamais assez. Ce ne serait jamais assez. Mais ceci, c'était le moment qui changea tout.
Elle expira lentement, ses mains fermes alors qu'elle attrapait son ordinateur portable. Elle ouvrit le dossier contenant les contrats d'hypothèque, le calendrier de paiement, les titres de propriété. Son père la considérait comme une ratée. Comme un rien. Mais il était sur le point d'apprendre exactement de qui il dépendait depuis toutes ces années. Et dans une semaine, il allait avoir la surprise de sa vie. Naomi ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta allongée dans son lit, fixant le plafond. Les mots de son père tournaient en boucle dans son esprit comme un disque rayé. Elle était une erreur qui n'aurait jamais dû arriver. Ce n'était pas seulement l'insulte. C'était la certitude dans sa voix. La façon dont il l'avait dit. Comme si c'était un fait, pas une opinion. Comme si toute son existence était un inconvénient. Elle aurait dû y être habituée. Son père n'avait jamais été du genre à faire des éloges. Même enfant, elle avait dû se battre pour son approbation. Que des A. Pas assez bien. Des promotions? Attendu. L'achat de sa première maison? Une perte d'argent. Tout ce qu'elle faisait était soit rejeté, soit critiqué. Mais à travers tout cela, elle s'était accrochée à un fragile espoir. Peut-être que si elle travaillait assez dur, elle pourrait le faire changer d'avis. Cet espoir vola en éclats au moment où elle entendit cet appel. Au lever du soleil, elle avait fini de se sentir blessée. Elle avait fini de ressentir quoi que ce soit. Naomi se leva, se prépara une tasse de café noir et s'assit à son bureau. La lueur de l'écran de son ordinateur portable se reflétait dans ses yeux fatigués alors qu'elle ouvrait le dossier intitulé JSC Holdings. Propriété numéro 12. La maison de ses parents. L'hypothèque qu'il pensait payer était en fait à son nom. La banque l'avait transférée à JSC Holdings des années auparavant, alors qu'ils étaient à quelques mois de la saisie. À l'époque, sa mère l'avait appelé en larmes, la suppliant de l'aider. Son père avait refusé de demander, trop fier pour admettre sa défaite. Mais elle était intervenue quand même. Elle avait mis en place l'arrangement parfait. Ils pensaient effectuer des paiements à la banque, mais en réalité, chaque chèque qu'ils envoyaient allait directement à sa SARL. Bien sûr, elle couvrait la majorité des coûts. 6 ans. 6 ans à payer des milliers chaque mois pour qu'ils puissent vivre confortablement. Sans jamais demander un merci. Sans jamais s'attendre à ce qu'il rampe. Mais elle s'était attendue à une décence élémentaire. Naomi cliqua sur les documents, ses mains fermes tandis qu'elle examinait les petits caractères. Lorsqu'elle avait initialement mis en place le rachat de l'hypothèque, son conseiller financier, Henry, avait insisté pour inclure une clause d'option d'achat. Une protection juridique au cas où les choses tourneraient mal. À l'époque, elle avait ri. Que pouvait-il bien arriver? Maintenant, elle ne riait plus. S'il manquait un paiement, JSC Holdings avait le droit de prendre pleine possession de la maison immédiatement. Ses parents seraient rétrogradés au statut de locataire au moins le mois. Et s'ils ne payaient pas le loyer, elle pourrait les expulser. Selon la loi de l'État, il n'avait aucune idée du pouvoir qu'elle détenait réellement. Naomi se pencha en arrière dans sa chaise, laissant le poids de tout cela s'installer sur elle. Son père la considérait comme une ratée. Il pensait qu'elle n'arriverait jamais à rien. Mais il avait vécu sous son toit pendant tout ce temps. Un sourire amer étira ses lèvres. Elle avait le pouvoir de tout leur prendre. La seule question était, le méritait-il? Comme par hasard, son téléphone vibra. « Maman, chérie, peux-tu venir dîner dimanche? On aimerait beaucoup te voir. » Naomi fixa le message. La dernière fois que sa mère l'avait invitée à dîner, c'était pour une seule raison. L'argent. Elle hésita à l'ignorer, mais quelque chose au fond d'elle lui disait de jouer le jeu. Si son père pouvait faire semblant de l'aimer, elle pouvait faire semblant en retour. Alors elle tapa, bien sûr, j'ai hâte. Un mensonge, mais nécessaire. Avant de fermer son ordinateur portable, elle avait une dernière chose à vérifier. Son oncle. Le frère aîné de son père avait toujours été de son côté. Il était le seul de la famille à l'avoir jamais traité comme si elle comptait. Elle lui envoya un texto. « Salut oncle Timothy, j'ai besoin de te demander quelque chose. As-tu déjà entendu papa dire quoi que ce soit sur moi? Quelque chose d'inhabituel? » Sa réponse arriva presque instantanément. « Naomi, nous devons parler. Je ne voulais pas être celui qui te le dirait. Mais c'est pire que tu ne le penses. » La poitrine de Naomi se serra.
Pire. Que avait-il dit d'autre? Le téléphone sonna, et elle répondit à la première sonnerie. Oncle Timothy? Il soupira. Naomi, je me suis tue trop longtemps, mais après ce que j'ai entendu la semaine dernière, je ne peux plus. Elle se prépara. Qu'ont-ils dit? Il y eut une pause. Puis sa voix se fit plus basse, remplie d'hésitation. Il ne parle pas seulement de toi dans ton dos. Il prépare quelque chose. Ton père. Il s'est renseigné sur tes finances. Il est convaincu que tu leur caches de l'argent. Il a dit à ta mère la semaine dernière que si tu ne leur donnes pas plus d'argent volontairement, ils trouveront un moyen de te forcer la main. Le sang bourdonna aux oreilles de Naomi. Me forcer la main? Comment? Il a mentionné appeler ton employeur, essayer de te discréditer. Peut-être même contacter le fisc pour te faire vérifier. Une colère froide et vive s'installa en elle. Il n'était pas seulement ingrat. Il n'était pas seulement cruel. Ils étaient prêts à la détruire pour de l'argent. Elle prit une lente inspiration, ses doigts se crispant en poing. Oncle Timothy, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. N'importe quoi, ma chérie. J'ai besoin de preuves. Elle ne savait pas ce que ses parents avaient prévu, mais une chose était certaine. Ils la croyaient faible. Ils n'avaient aucune idée à qui ils avaient affaire. Et dans quelques jours seulement, ils allaient apprendre à quel point ils avaient tort. Naomi passa les 2 jours suivants à se préparer. Si son père voulait jouer sale, elle lui montrerait à quel point il était dangereux de la sous-estimer. D'abord, elle appela Henry, son conseiller financier. Naomi la salua-t-il d'une voix chaleureuse. Je suppose que ce n'est pas juste un appel de courtoisie. Pas exactement, dit-elle en tapotant son stylo contre son bureau. J'ai besoin de savoir exactement à quel point notre accord est béton concernant la propriété numéro 12. S'il manque un paiement, à quelle vitesse puis-je agir? Henry n'hésita même pas. Immédiatement. La clause d'option d'achat permet à JSC Holdings de prendre pleine possession dès qu'ils sont en défaut. Ils n'auraient aucun recours légal, à moins d'avoir 350 000 $ sous la main pour te racheter. Elle eut un sourire narquois. Ils ne les ont pas, alors ils sont fichus. Naomi expira lentement, sentant un sentiment de contrôle s'installer en elle. Bien, dit-elle. J'ai besoin que tu fasses encore une chose. Surveille leurs comptes. J'ai le sentiment qu'ils ont déjà des difficultés, et j'ai besoin de la confirmation que leur prochain paiement sera rejeté. Henry gloussa. Ça ne prendra pas longtemps. D'après ce que je vois, leur solde est dangereusement bas. S'ils ne trouvent pas magiquement 5 800 $ d'ici le 15, ils sont cuits. Elle jeta un coup d'œil au calendrier. C'était dans 4 jours. 4 jours avant que son père, l'homme qu'il avait traité de raté, ne se réveille pour réaliser qu'il avait vécu grâce à sa générosité. 4 jours avant qu'il ne doive la supplier de l'aider. Elle n'allait pas la lui donner. Dimanche, Naomi se rendit chez ses parents comme si de rien n'était. La vue de leur maison, la maison qu'elle possédait, la remplit d'un étrange sentiment de détachement. Cet endroit avait autrefois été son refuge. Maintenant, c'était un territoire ennemi. Alors qu'elle remontait l'allée, sa mère ouvrit la porte en grand, le visage rayonnant. Naomi, ma chérie, entre. Son enthousiasme était faux. Naomi le savait maintenant. Elle entra, l'odeur d'ail et de poulet rôti emplissant l'air. Son père était assis en bout de table, les bras croisés, son expression indéchiffrable. Sa mère planait à côté de lui, plaçant les plats avec soin, comme si le dîner parfait allait adoucir ce qu'il s'apprêtait à lui demander. Son frère Liam était adossé à sa chaise, un sourire narquois aux lèvres. Contrairement à elle, Liam n'avait jamais lutté pour l'approbation de leur père. Il était l'enfant chéri, celui qui ne pouvait rien faire de mal, malgré le fait qu'il n'avait aucune réalisation à son actif. Naomi prit place, son visage un masque de neutralité. Naomi, son père parla enfin, sa voix empreinte d'une chaleur forcée. C'est bon de te voir. Elle hocha la tête. Toi aussi, papa. Il y eut un silence gêné avant que sa mère n'intervienne, sa voix mielleuse. Nous avons beaucoup pensé à la famille ces derniers temps, dit-elle en attrapant la main de Naomi par-dessus la table, et à quel point il est important de se soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Naomi ne réagit pas, c'est vrai. Son père expira, comme si c'était difficile pour lui, comme s'il était celui qui faisait le sacrifice.
La vérité, Naomi, c'est que nous avons besoin de ton aide. Le paiement de l'hypothèque ce mois-ci est un peu juste. Un peu juste. Ils étaient sur le point de faire défaut, et ils minimisaient encore la situation. De combien avez-vous besoin? Demanda-t-elle, feignant l'ignorance. Sa mère hésita. Nous pensions juste à $3000 de plus par mois. Ça devrait nous maintenir stables. Naomi faillit rire. Il n'avait aucune idée qu'elle payait déjà $5800 chaque mois, et il voulait qu'elle ajoute $3000 de plus? Elle posa sa fourchette, penchant la tête. C'est beaucoup d'argent. Ce n'est rien comparé à ce que nous avons fait pour toi, répliqua son père, l'irritation perçant à travers son jeu d'acteur. Nous t'avons élevé, tout donné. La moindre des choses que tu puisses faire est de soutenir ta famille. Elle soutint son regard, son sang se glaçant. La moindre des choses qu'elle puisse faire. C'étaient les mêmes personnes qui s'étaient moquées d'elle dans son dos. Le même père qui l'avait traité de raté, tout en vivant sous son toit. Naomi but une lente gorgée d'eau, maîtrisant son expression. J'y réfléchirai. Sa mère expira de soulagement. Oh, ma chérie, merci. Nous savions que nous pouvions compter sur toi. Naomi força un sourire. Il n'avait aucune idée que dans 3 jours, il perdrait tout. Cette nuit-là, Naomi reçut un appel d'Henri. Ils ont fait défaut. Ces mots provoquèrent un frisson de satisfaction en elle. Ils quoi? Demanda-t-elle, jouant l'innocente. Ils n'ont pas payé l'hypothèque, répéta Henri. Les fonds n'étaient pas là. À partir de minuit ce soir, JSC Holdings possède officiellement la maison en pleine propriété. Naomi ferma les yeux, expirant lentement. C'était fait. Son père, l'homme qui l'avait méprisé toute sa vie, était maintenant son locataire. Voulez-vous commencer la procédure d'expulsion? Demanda Henri. Pas encore, dit-elle. Elle voulait voir combien de temps il leur faudrait pour réaliser la vérité. Un petit sourire se dessina sur ses lèvres alors qu'elle regardait la photo de famille encadrée sur son bureau. Elle datait d'il y a des années, à l'époque où elle croyait encore que son père était capable d'aimer. Pas encore, murmura-t-elle. Voyons jusqu'où ils sont prêts à aller avant de craquer. Car ils craqueraient. Et cette fois, elle ne serait pas là pour les rattraper. Elle n'eut pas à attendre longtemps. 3 jours passèrent, et le silence de ses parents était assourdissant. Pas d'appel. Pas de texto. Pas de message culpabilisant sur la famille qui doit rester unie. Rien. Elle savait pourquoi. Ils ne l'avaient pas encore réalisé. Ils pensaient toujours que leur paiement était passé. Croyaient toujours avoir tout sous contrôle. Ils n'avaient aucune idée que la maison dans laquelle ils vivaient, celle qu'ils appelaient leur foyer, n'était plus la leur. À exactement 9h07 le vendredi matin, la notification arriva dans sa boîte de réception. Sujet, avis de défaut urgent, propriété numéro 12, du département juridique de JSC Holdings. Naomi ouvrit l'email, son cœur battant d'un mélange d'anticipation et de satisfaction. L'avis légal était froid, formel et indéniable. En raison du non-paiement de l'hypothèque convenue avant la date limite du 15, la clause d'option d'achat a été exercée. Avec effet immédiat, JSC Holdings est l'unique propriétaire du bien situé au Second Street. Conformément aux accords contractuels, les occupants actuels seront considérés comme des locataires au moins le mois, soumis à des contrats de location à l'avenir. Le non-respect des conditions de location pourra entraîner une procédure d'expulsion. Elle fixa l'écran, ses doigts planant au-dessus du clavier. C'était ça. Elle avait tout le pouvoir maintenant. Elle n'eut pas à les appeler en premier. Ils vinrent à elle. À 9h42, son téléphone sonna. Maman. Elle laissa aller à la messagerie vocale. À 9h47, elle rappela. À 9h50, c'était son père. Naomi les laissa mariner pendant 1 heure entière, avant de finalement répondre. Naomi. La voix de sa mère était aiguë, frénétique. Il y a eu une sorte d'erreur avec la banque. Nous venons de recevoir un avis disant que nous avons fait défaut sur l'hypothèque, mais ça ne peut pas être vrai. Tu dois nous aider. Naomi se pencha en arrière dans sa chaise, un lent sourire se dessinant sur son visage. Ce n'est pas une erreur. Silence. Quoi? La voix de sa mère n'était qu'un murmure. J'ai dit que ce n'était pas une erreur, répéta-t-elle, articulant chaque mot.
Vous n'avez pas payé votre hypothèque, donc la maison, elle n'est plus à vous. Une pause stupéfaite. Puis, Naomi, ma chérie, de quoi parles-tu? Sa mère laissa échapper un rire nerveux, comme si tout cela était une blague. C'est notre maison. Naomi pencha la tête. Non, maman. C'était votre maison. Mais à la seconde où vous avez fait défaut, JSC Holdings en a pris pleine possession. Légalement, vous êtes maintenant locataire. Le poids de ces mots atterrit enfin. Non. Non, c'est impossible. La voix de son père intervint, son autorité habituelle se fissurant de panique. L'hypothèque est avec la banque. Nous la payons depuis des années. Naomi laissa cela en suspens un instant. Puis, elle lâcha la bombe finale. Vous ne payez pas la banque, papa. Vous me payez moi. Silence de mort. Puis. Tu mens, dit son père, sa voix basse et sèche. Mais elle pouvait entendre la peur en dessous. Elle soupira. Non, je ne mens pas. Il y a 6 ans, quand ils avaient failli perdre la maison, elle avait racheté l'hypothèque. Ils envoyaient leur paiement à JSC Holdings chaque mois, pensant que c'était une banque. Mais c'était sa société. Elle possédait cette maison. Elle l'avait toujours possédée. Le souffle de sa mère se coupa. Son père jura à voix basse. Et puis son frère, Liam, qui avait apparemment écouté, rit. Tu veux dire qu'on payait un loyer à notre propre sœur ratée pendant tout ce temps? Il ricana. Eh bien, je suppose que ça explique pourquoi la banque est un tel bazar. Tu as probablement foiré la paperasse, comme tu foires tout le reste. Naomi serra la mâchoire, se forçant à rester calme. Liam avait toujours été comme ça. Arrogant, cruel, privilégié. Eh bien, puisque tu sembles penser que je foire tout, dit-elle doucement. Tu vas adorer cette partie. Le loyer est dû dans 30 jours. Et si vous ne pouvez pas payer, vous êtes expulsé. Naomi, attends. Commença sa mère, mais son père la coupa. C'est du bluff, lança-t-il. Tu ne ferais pas ça à ta propre famille. Naomi laissa échapper un petit rire. Ah non? Elle pensa aux années qu'elle avait passées à les couvrir. Aux milliers et milliers de dollars qu'elle avait dépensés pour les maintenir dans le confort pendant qu'il la rabaissait dans son dos. Elle pensa à la voix de son père lors de cet appel téléphonique. Elle était une erreur qui n'aurait jamais dû arriver. Elle pensa à la façon dont ils avaient prévu de la faire chanter. Ruiner sa carrière. La voler si elle ne leur donnait pas plus d'argent volontairement. Son père l'avait toujours cru faible. Il était sur le point de découvrir à quel point il avait tort. J'ai déjà parlé à mon avocat, dit-elle calmement. Si vous ne payez pas, vous. Quant à Daniel, les gens étaient furieux. S'il ne sauvait même pas son propre fils, comment pouvait-on lui confier le devoir de sauver les autres? Daniel tenta de joindre Marie à plusieurs reprises, mais échoua. Finalement, il engagea un avocat pour entamer la procédure de divorce. Alex, l'avocat de Marie, s'occupait du divorce et se coordonnait avec l'avocat de Daniel. Il lui dit que Daniel avait laissé un message par l'intermédiaire de son avocat. Le jour de l'incendie, Jane était juste trop paniquée et a oublié que vous et Peter étiez à côté. Daniel est déçu que vous ayez poussé les choses sans vérifier les faits, alors il a décidé de divorcer. Est-il juste trop crédule, facilement dupé par Jane, ou est-il réticent à affronter la vérité qu'il a aidé quelqu'un avec de mauvaises intentions, conduisant à la mort de son fils, pensa Marie. Elle ne pouvait pas le comprendre, et honnêtement, elle n'avait pas l'énergie de creuser plus profondément. Quand elle l'avait aimé, elle s'était creusé la cervelle pour lui trouver des excuses, cherchant désespérément la moindre preuve qu'il l'aimait, elle et Peter. Mais maintenant, rien de tout cela n'avait d'importance. Alex, allons parler à Daniel du divorce. Nous devrions déposer les papiers aujourd'hui et avoir la discussion chez moi, dit-elle. Juste après la mort de Peter, elle ne pouvait même plus rentrer chez elle. Elle avait peur qu'être dans un espace aussi familier ne la fasse craquer. De plus, elle ne supportait plus d'être sous le même toit que Daniel. Maintenant qu'elle était décidée à le quitter, elle savait qu'elle voulait garder la maison remplie des souvenirs de Peter. Elle ferait en sorte que Daniel fasse ses valises et parte. Alex prévint l'avocat de Daniel, puis la conduisit. Quand ils arrivèrent à la maison, l'avocat appela, disant qu'il valait mieux se rencontrer dans un café.
Marie voulait en finir avec ce divorce, alors elle accepta rapidement. Mais puisqu'ils étaient déjà à la maison, elle décida de prendre le jeu de Lego préféré de Peter. Elle prévoyait de l'emmener sur sa tombe une fois le divorce réglé. Quand elle essaya d'entrer, le code ne fonctionna pas. Elle essaya 2 fois, se trompant à chaque fois. Puis soudain, elle entendit une voix de femme familière de l'intérieur. « Qui est là ?» La porte s'ouvrit, et voilà Jane en pyjama, avec Joseph derrière elle, également en tenue décontractée. Le salon avait l'air différent maintenant, clairement aménagé pour qu'ils y restent. C'était ma maison conjugale et celle de Daniel. Nous ne sommes même pas encore divorcés, et il a laissé une autre femme y rester avec son enfant? Le sang monta à la tête de Marie, rendant tout flou. Jane essaya de fermer la porte rapidement, mais Alex claqua la langue avec impatience et l'ouvrit d'un coup de pied. « Vous ne pouvez pas entrer », hésita Jane, essayant de la bloquer. « Dégage de mon chemin », Marie la bouscula, entrant en trombe. Voir la chambre toute neuve sans aucune trace de Peter la brisa. Les vêtements de Peter, ses chaussures, ses jouets, ses photos, où sont-ils? Saisissant Jane par le col, Marie était au bord de la crise de nerfs. Les yeux de Jane furetaient, l'air nerveux. Alors Joseph prit la parole. Maman a dit que garder les affaires d'un mort portait malheur, alors elle a tout jeté. Cela fit sauter le dernier fil de la santé mentale de Marie. Elle hurla, attrapa Jane par les cheveux et la gifla violemment au visage. Jane tomba par terre, et Marie lui sauta dessus, son esprit bouillonnant de fureur et de chagrin. Pourquoi? Pourquoi devait-elle effacer même les dernières traces de mon enfant, qui était déjà parti? Daniel se précipita, furieux, aidant Jane à se relever sans même demander ce qui s'était passé. Comme toujours. Arrête ça, Marie. Qu'est-ce que tu fais? Continue comme ça, et j'appelle les flics. Marie le gifla violemment. Daniel, je n'ai jamais rencontré quelqu'un de plus méprisable que toi. Alex sourit narquoisement à Daniel, le bloquant alors qu'il tentait d'intervenir. Daniel, laissez les femmes régler ça entre elles. Ce n'est pas votre place. Alex avait peut-être l'air mince, mais il était champion national de kickboxing. Daniel ne put le faire bouger, alors il choisit d'appeler la police. Quand les flics arrivèrent, Marie laissa Alex s'en occuper. Comme Jane n'était pas gravement blessée, Marie n'eut qu'à payer quelques milliers de dollars en compensation. Elle dit à Alex de se rendre au distributeur le plus proche, puis jeta l'argent au visage enflé de Jane. Je t'ai indemnisé. Maintenant, parlons de ton entrée illégale chez moi. Jane sanglotait, tandis que Daniel se tenait protecteur devant elle, fronçant les sourcils. Je lui ai permis d'entrer. Tu sembles oublier, je suis le propriétaire. Mais il se tut, réalisant qu'il avait tort. La maison et la voiture avaient été les achats de Marie. Tu n'as pas à être aussi dur. Marmonna-t-il. As-tu oublié que c'est toi qui as appelé les flics, Daniel? Vous m'avez tous pris Peter et jeté ses affaires, effaçant toute trace de lui. Mais c'est moi qui suis déraisonnable? La voix de Marie tremblait. C'est vous qui déformez la réalité. Daniel regarda Jane, choqué. As-tu jeté les affaires de Peter? Je t'avais dit de ne rien toucher ici. Jane sanglota encore plus fort, mais Marie ne se sentit que plus irritée. Jeter les affaires de Peter signifiait une perte d'au moins 500 000 dollars en valeur. Entrée illégale, dommages matériels. C'étaient des accusations graves, pensa-t-elle. Ne perdant plus de temps, elle se tourna pour partir. Daniel la suivit, paniqué. Je suis désolé, Marie. J'ai évité de passer après que Jane a emménagé. Je ne savais pas, elle le gifla à nouveau. Daniel, tu ferais mieux de prier pour que je retrouve les affaires de Peter. Sinon, je ferai en sorte que tu regrettes de m'avoir jamais croisé. Le frère de Marie avait déjà contacté des gens à la décharge et engagé des bras supplémentaires pour chercher les affaires de Peter. Marie et Alex se précipitèrent, Daniel les suivant de près. Tu n'es pas bien, Marie. Repose-toi et je le trouverai, essaya de la rassurer Daniel. L'ignorant, elle prit les gants qu'Alex lui tendit et commença à fouiller dans des tas d'ordures, cherchant les affaires de Peter. Daniel resta là, incertain. Qu'est-ce que je cherche exactement, pensa-t-il. Dans les premières années de Peter, Jane n'était pas là, alors Daniel s'était bien occupé de leur fils.
couche, nourriture pour bébé. C'était tout lui, et Peter l'adorait. Les gens disaient que Marie avait de la chance, mais depuis que Jane était entrée en scène, Daniel était soit au travail, soit avec elle. Il pouvait déclamer pendant des heures sur Joseph, mais ne savait rien de la vie ou des préférences de Peter. Marie continuait de chercher en silence. Daniel tournait maladroitement, posant des questions aux gens, leur montrant des photos. Sous la chaleur estivale de 32 degrés Celsius, le tas d'ordures dégageait une odeur épouvantable. Daniel chercha sans relâche, ne prenant même pas de pause pour manger ou boire. Finalement, il s'évanouit d'un coup de chaleur sur un tas d'ordures. Une ambulance l'emmena, mais dès qu'il reprit connaissance, il se précipita en arrière, serrant les dents et fouillant dans les ordures. Le téléphone d'Alex vibra avec un appel de l'avocat. « Mademoiselle Marie, Jane veut vous parler. Elle dit que tant qu'elle ne va pas en prison, elle est prête à verser toute compensation financière pour les pertes qu'elle a causées. » Marie répondit froidement, « Dites-lui qu'elle et son fils devraient aller s'agenouiller sur la tombe de mon fils. Quand ils auront retrouvé toutes les affaires de Peter, chacune d'entre elles, alors ils pourront se relever. Si elle accepte cela, je ne la poursuivrai pas. » Raccrochant, elle jeta un coup d'œil à Daniel. Il fronça les sourcils. Jane est allée trop loin cette fois, mais elle est en mauvaise santé et Joseph a une cardiopathie congénitale. Alors, peut-être? Elle le coupa sèchement. Tu peux t'agenouiller avec eux aussi. Sinon, je m'assurerai qu'elle aille en prison. Quant aux affaires de mon fils, il n'a pas besoin que tu les trouves. Tu as manqué 2 ans de la vie de Peter. Maintenant, Peter n'a plus du tout besoin de toi. Elle repoussa Daniel et continua à fouiller dans les ordures. Pendant 2 jours, Marie chercha sans relâche, et Alex la tenait informée quotidiennement de Daniel, Jane et Joseph. Marie avait pensé ce qu'elle avait dit. Ils s'agenouillèrent jour et nuit, leur corps à peine capable de le supporter. Mais qu'était un peu de souffrance pour eux comparé à la douleur que Peter avait endurée? Après 2 jours complets, Marie trouva tout. Elle se fichait de la saleté. Elle le serra dans ses bras avec joie, les larmes coulant sur son visage. Alex lui tapota doucement l'épaule. « Allez, rentrons à la maison. Peter ne voudrait pas te voir comme ça. » À la maison, l'environnement familier lui parut maintenant esséurant. Elle décida de jeter tout ce qui lui rappelait ce qu'elle avait perdu. Pendant ce temps, Daniel, Jane et Joseph s'étaient agenouillés pendant 2 jours et 2 nuits entiers. Même s'ils ne pouvaient pas s'agenouiller correctement tout le temps, leur corps en avait pris un coup. Ils pouvaient à peine marcher par la suite. La voix de Jane tremblait de larmes. « Toi, tu as jeté mes affaires ?» Marie attrapa un cadre photo et le lança dans sa direction. « Même si quelques milliers de dollars signifient te frapper une fois, je peux me permettre ce prix. » Elle le fusilla du regard. Même si Jane n'acceptait pas le règlement, Marie pouvait gérer le pire des scénarios. Elle purgerait quelques jours de prison si cela en venait là. Jane halta, le visage pâle, mais n'osa plus pleurer. Elle regarda Daniel, les yeux suppliants. Daniel regarda Marie avec une expression conflictuelle. « Nous avons fait ce que vous avez demandé. Pouvez-vous retirer les charges maintenant ?» Marie répondit, « Bien sûr. » Mais ensuite elle ajouta. « Cependant, Daniel, j'ai changé d'avis. Je ne divorce pas. J'attendrai et je vous montrerai à tous ce que sont le vrai harcèlement et le ciblage délibéré. » Daniel pensait qu'il pourrait utiliser l'argent du divorce pour subvenir aux besoins de Jane et de son fils. Marie pensa amèrement. Aucun d'eux ne passera un bon moment maintenant. Après avoir jeté toutes les affaires de Jane, elle jeta également celles de Daniel et changea le code de la serrure de la maison. « Daniel, tu m'as emprunté un total de 200 000 $ pendant notre mariage, et tu as promis de le rembourser avec ton salaire. Si tu peux te permettre de dire que tu vas payer la dette de 185 000 $ de Jane, ne tarde pas à me rembourser exprès. » Daniel avait toujours été compétitif, ce qui l'avait aidé à accomplir beaucoup de choses dans la vie. Cependant, il ne supportait pas d'être provoqué. Même si Jane essaya de l'empêcher de rembourser Marie, il lui transféra quand même l'argent. C'était tout l'argent liquide dont il disposait. Daniel avait l'air un peu gêné. « Si tu me détestes, prends-toi à moi. Je le mérite. » Mais Jane et son enfant n'ont rien fait de mal. Marie fit entrer Alex dans la maison et claqua la porte avec fracas. Il n'y a rien à dire à quelqu'un qui ne pense pas clairement.
À propos de ces interviews concernant l'incendie, devraient-elles toujours avoir lieu, lui demanda Alex. Oui, pourquoi pas, répondit Marie. Quand quelqu'un avait révélé la vérité sur l'incendie pour la première fois, elle n'avait fait aucune interview pour sauver la face de Daniel. Beaucoup en ligne supposaient qu'il avait peut-être ses raisons. Comment quelqu'un pouvait-il ignorer son propre fils? Mais s'il s'en fichait, pourquoi devrait-elle s'en soucier? Avant que l'interview n'ait lieu, cependant, Daniel l'appela d'urgence. Où est la tombe de Peter? Marie répondit froidement. De toute façon, tu ne l'as pas traité comme un fils de son vivant, alors ne salis pas son chemin dans l'au-delà maintenant qu'il est parti. Je ne te laisserai plus le voir. J'ai déplacé les cendres et la pierre tombale de Peter. Il ne veut plus de ce père, alors j'ai dû exaucer son dernier souhait. Je suis désolé, je ne le pensais pas, dit Daniel d'un ton amer. Marie sourit, mais ce n'était pas sincère. Pas besoin de regretter si tôt, ce n'est que le début. Cet après-midi-là, des journalistes vinrent, et Marie parla sincèrement à la caméra. J'ai dit à mon mari où notre enfant et moi vivions, mais il m'a bloqué et n'a pas répondu à nos appels. Il était occupé à travailler, occupé avec Jane et son fils, craignant que nous ne les dérangions. Quand il a sauvé ces deux-là, il est passé devant notre chambre. Mon fils, Peter, n'arrêtait pas d'appeler son père, mais il s'inquiétait d'une ou deux ampoules sur les brûlures des enfants, se précipitant pour les sortir. Sans vérifier les autres chambres, il a dit à l'équipe de secours qu'il n'y avait plus de personnes piégées. Retarder le temps de sauvetage crucial a coûté la vie à mon fils Peter. Alors qu'elle se souvenait de Peter allongé dans ses bras, sa voix se brisa plusieurs fois pendant qu'elle parlait. La vidéo fut mise en ligne et provoqua à nouveau un énorme émoi. Le service d'incendie, considérant l'impact négatif causé par Daniel, le suspendit. Marie créa une discussion de groupe avec toutes leurs connaissances communes. C'est Marie, la femme de Daniel. Désolé pour tout dérangement. Étant donné tout le désordre récent chez nous, je dois mettre les choses au clair. Si Daniel vous emprunte de l'argent, c'est pour soutenir Jane et son fils. Je n'assumerai pas personnellement ses dettes. Il n'a pas d'économie ni d'autres actifs, juste son salaire mensuel pour rembourser ses dettes. Veuillez y réfléchir attentivement avant de prêter de l'argent. L'idée d'utiliser son argent pour soutenir Daniel, Jane et son fils? Seul un imbécile rembourserait cela pour lui. Elle ne s'inquiétait pas pour rien. Il avait déjà emprunté de l'argent pour acheter une maison à Jane et à son enfant. En pensant que Daniel pourrait ne pas être en mesure de rembourser ses dettes, la plupart ne lui prêteraient rien. Mais certains pourraient le faire, car il avait beaucoup aidé par le passé. Quand Daniel aida Jane et son fils à trouver un logement à louer, Marie fit en sorte que quelqu'un trouve l'adresse. Une fois qu'ils eurent emménagé, elle engagea des fauteurs de troubles pour jeter des bombes puantes, faire des graffitis avec de la peinture couleur sang, accrocher des banderoles et jeter des légumes pourris. Daniel et Jane appelèrent la police pour attraper ces types. C'est cool, cependant. C'est juste troubler la paix. Ils ne seraient enfermés que quelques jours et puis ils recommenceraient. Si ce n'était pas eux, je trouverais juste une nouvelle équipe. Tant que j'ai de l'argent, beaucoup sont prêts à m'aider. Si Daniel et Jane ne peuvent pas le supporter et déménagent à nouveau, je demanderai à des gens de trouver leur nouveau logement et de répéter le processus. Alex rassemblerait des preuves sur combien Daniel dépensait pour Jane et son enfant, demandant la récupération de leurs biens communs chaque semaine. Si Jane ne peut pas rembourser, pas de problème. Elle a une voiture qui pourrait être vendue aux enchères. Pas de voiture, pas de problème. Nous gèlerions plutôt son compte bancaire. Si Daniel et Jane ne sont pas gênés par cela, pourquoi devrais-je m'en soucier? À l'époque, quand Marie mentionnait juste quelque chose, Daniel l'accusait de s'en prendre à Jane et de les harceler. Elle n'allait pas prendre le blâme pour rien. Alex s'occupait généralement d'affaires valant des milliards, donc faire ces petites choses pour elle n'utilisait pas vraiment ses compétences. Elle suggéra qu'il confie l'affaire à un autre avocat. Alex répondit, « Ton frère et ta belle-sœur se sentent déjà assez mal de ne pas s'être occupés de leur neveu. Ils ne peuvent laisser personne te harceler. Si je me lavais les mains de cette affaire, ils me feraient frire. J'avais besoin d'une pause de toute façon, alors je suis ici pour changer d'air. » Tout cela dura environ un mois avant que Jane n'en puisse plus, principalement parce que son fils avait un problème cardiaque. Après quelques frayeurs, c'était presque fatal, et elle ne pouvait même plus couvrir les frais médicaux. Daniel confronta Marie.
N'as-tu pas peur de causer une mort avec tout ça, demanda-t-il d'un ton sérieux. Marie rit. Pourquoi devrais-je l'être? Daniel ne s'attendait pas à sa réponse. La mort n'est pas une plaisanterie. Tu finirais en prison. La prison serait la même pour moi, avec ou sans Peter, répondit froidement Marie. Je fais juste harceler Jane par des gens. Si son fils meurt de peur, ce n'est guère ma faute. Au pire, je risque quelques années ou des dommages et intérêts, peut-être même pas la prison. Rendre Daniel et Jane malheureux pour la vie? Ça vaut le coup. Daniel regarda Marie d'un air sombre. Comment es-tu devenu comme ça? Marie rétorqua. Ne m'as-tu pas forcé à l'être? Il m'a enlevé mon enfant. Je ne peux pas passer à autre chose et je me sens mal. Pourquoi aurait-il le droit de vivre heureux? Daniel ouvrit la bouche mais ne parla pas, affichant seulement une expression douloureuse en s'éloignant. Jane vint pleurer pour chercher la paix derrière son dos. Marie organisa une rencontre avec elle dans un café. Jane paraissait beaucoup plus âgée, la jalousie dans les yeux. Je suis vraiment jalouse de toi, Marie. Tu es très capable, tu as une bonne famille et tu t'es bien mariée. Contrairement à moi, mes parents m'ont forcé à épouser un homme plus âgé et violent juste pour obtenir une dot conséquente. Ils ont ruiné ma vie. Marie sirota son café. Je ne suis pas ici pour entendre ton histoire larmoyante. Tes parents t'ont fait du tort, pas moi. Je ne suis pas Daniel. Ce n'est pas parce que tu plaides que je te pardonnerai. Jane sourit avec ironie. Je garde ça en moi depuis longtemps. Depuis le collège, j'aime Daniel. Quand j'ai divorcé et que je suis revenu, j'avais peur qu'il m'en veuille d'avoir épousé un autre homme. Mais il m'a traité avec gentillesse. Je me demandais si, comme moi, il avait encore des sentiments. Chaque fois que je semais la zizanie, le regardant s'énerver contre toi à cause de ce que je disais, cela me rendait heureuse. Mais tant d'années ont passé. La vérité, c'est que Daniel a aidé Joseph et moi par sympathie. Il n'a jamais franchi aucune limite. J'ai essayé de le séduire, mais il n'a jamais mordu à l'hameçon. Maintenant, Daniel et moi payons le prix. Je pars, alors arrête de lui mener la vie dure. Il pleure aussi ton enfant. Ça a été dur pour lui. Elle divagua sur ses sentiments. Marie ne répondit pas tout de suite. Elle tripotait juste son téléphone. Un message apparut sur le téléphone de Jane, et son visage changea quand elle le vit. Marie avait envoyé la vidéo à tous ses contacts, y compris Jane et Daniel. Tu ne pensais pas que quelques mots doux me feraient arrêter, n'est-ce pas? Peu importe à quel point ta situation est regrettable, cela ne te donne aucun droit de faire souffrir Peter et moi. Le visage de Jane se vida de toutes couleurs, et elle s'effondra sur une chaise. Marie partit sans un regard en arrière. Jane avait rendu son enfant malheureux pendant 2 ans, il était donc juste qu'elle réponde de la même manière pendant aussi longtemps. Que les problèmes cardiaques du fils de Jane s'aggravent, qu'il développe un traumatisme ou qu'elle fasse des cauchemars, ce n'était pas le problème de Marie. Elle se demandait juste comment Daniel réagirait à cette vidéo. Quand Marie rentra chez elle, elle ne s'attendait pas à ce que Daniel attende à sa porte. Lui et Jane, après avoir fait face aux harceleurs et à leurs problèmes, avaient l'air épuisés. Ils devaient avoir vu la vidéo qu'elle avait envoyée. Daniel avait l'air d'avoir traversé quelque chose de majeur, puant l'alcool, les yeux rouges, un peu comme un sans-abri. Quand il vit Marie, Daniel s'approcha, empressé et sincère. « Tu dois me croire, Marie. Je ne savais pas que Jane pensait ça. Je pensais juste que ton frère te traite bien. Tu as beaucoup d'amis, et tu es capable. » Ses parents ne sont que des chercheurs d'or qui essaient de la saigner à blanc. Ils ont été horribles avec elle. Elle est divorcée et élève un enfant. C'est dur. Je pensais qu'elle avait plus besoin de moi et je voulais juste l'aider. Pas de motif caché. Je ne t'ai fait aucun tort. Je vais couper les ponts avec elle. Fais ce que tu dis. Donne-moi juste une autre chance, veux-tu? Daniel parlait vite, effrayé qu'elle le jette dehors avant qu'il ait fini. Depuis qu'ils avaient commencé à sortir ensemble, ils menaient la danse, et c'est elle qui tournait autour de lui. C'était la première fois qu'il était aussi humble. Elle n'hésita pas beaucoup et hocha la tête. D'accord. Quoi? Que as-tu dit? Daniel la regarda fixement. Elle a dit d'accord. Si tu n'entends pas bien, va voir un ORL.
Alex taquina en ouvrant la portière de la voiture et en sortant. À vous écouter parler autant, ça m'a donné soif. Marie, que dirais-tu de m'inviter à boire un verre? Bien sûr. Marie lui sourit et entra avec lui. Daniel, essayant de cacher sa joie, suivit rapidement et versa de l'eau pour Alex et elle. Il n'était que 2 heures de l'après-midi. Marie but une gorgée de son verre. Alex, tu as été bien occupé à m'aider. Pourquoi ne resterais-tu pas dîner ce soir? Daniel est un bon cuisinier. Tu devrais goûter sa cuisine. Alex gloussa. Tu dois lui demander. Monsieur Daniel, ça vous dérange? Daniel répondit, ça ne me dérange pas, nous n'avons plus de provisions, alors tu devras faire une course. Alex et moi sommes fatigués. Nous ne t'accompagnerons pas, sans lever la tête, Marie dit à Alex, je remarque que tu portes toujours la même cravate. J'en ai acheté quelques-unes pour toi. Je te les déposerai dans quelques jours. Des boutons de manchette assortis aussi. Alex plaisanta, d'habitude, ce sont les petites amies qui achètent ça. Tu me les achètes? C'est d'accord? Tu es le bon ami de mon frère, un peu comme de la famille. Rien de mal à t'acheter quelques trucs. Au fait, tu as mentionné un mal de tête. Je suis libre maintenant. Laisse-moi te faire un massage. Marie se leva, marcha derrière Alex et commença à lui frotter la tête. Appuie-toi sur moi. C'est plus facile comme ça. Alex haussa un sourcil. Ton mari est juste là, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça peut faire? Nous sommes innocents. Seuls les esprits mal placés penseraient autrement. Il ne discuta pas, posant sa tête contre elle juste en dessous de sa poitrine, à un endroit qui pourrait soulever des sourcils. Daniel se tenait à proximité, son visage montrant un tourbillon d'émotions. Il voulait parler mais se retint, un peu comme Marie autrefois. En le regardant, son sourire s'effaça. Si tu ne veux pas cuisiner, dis-le simplement. Alex et moi pouvons manger au restaurant. Ça ne nous dérange pas de dépenser pour un repas. Les yeux de Daniel s'assombrirent. C'est bon. J'y vais. Il passa 4h30 à faire les courses et à cuisiner. Quand il eut fini, Marie alla voir. Trop fade. Alex n'aime pas ça. Mange à la maison. Nous trouverons un restaurant. Ignorant l'expression assombrie de Daniel, elle appela Alex, l'enlaçant, bavardant et riant alors qu'ils partaient. Quand ils rentrèrent cette nuit-là, Daniel avait rangé l'endroit, tout comme lors de leur mariage. Il était tard, et comme ils avaient des chambres supplémentaires, Marie suggéra à Alex de rester. Alex lui tapota la tête. Marie est-elle devenue grande, si attentionnée? Marie se blottit joyeusement dans ses bras, lui tenant le cou. Bien sûr qu'Alex me traite bien, alors naturellement, je tiens aussi à toi. Daniel, silencieux jusqu'à présent, ne put se retenir. Marie, est-ce que tu te venges de moi? Il avait l'air affolé et blessé. Peut-être que la Marie du passé aurait eu pitié de lui, mais maintenant elle ne ressentait rien. Me venger de toi? Tu te fais des idées. Je le fais juste rester parce que conduire la nuit est dangereux. Pourquoi en fais-tu toute une histoire? En grognant, elle cessa de lui prêter attention et se blottit contre Alex, lui demandant de regarder une série avec elle. Daniel ne regardait jamais de série, seulement les informations. Quand Marie partageait avec lui, il se contentait de grogner. Alex était différent. S'occupant d'affaires de divorce, il partageait des histoires croustillantes de son travail, qui étaient beaucoup plus captivantes. Il bavardait avec enthousiasme, ce qui rendait difficile pour Daniel de se joindre à la conversation. Quand il essayait, il l'ignorait la plupart du temps. Au coucher, Daniel se dirigea tôt vers la chambre principale. Marie choisit une nuisette sexy et sortit. Où vas-tu? Daniel fronça les sourcils. Alex a le sommeil léger, je lui fais juste un massage. En portant ça? Tu es une femme. C'est un homme adulte. N'est-ce pas inapproprié? Daniel, nous sommes comme des frères et sœurs. Ne sois pas jaloux sans raison. Les événements d'aujourd'hui faisaient écho à ceux du passé. Daniel et Jane avaient eu des conversations similaires auparavant. Marie ne faisait que lui rendre l'appareil. Ce n'était pas grave. Elle pensait que Daniel, avec son entêtement, tiendrait 1 mois ou 2. Mais en seulement 2 jours, il craqua. Quand Daniel arriva avec les papiers du divorce,
il avait l'air épuisé, avec des yeux de panda. Désolé pour le mal que je vous ai causé, à toi et à Peter. J'ai toujours pensé. Il jeta un coup d'œil et signa rapidement les papiers du divorce, puis alla déposer la demande. Après la période de réflexion, ils obtinrent leur certificat de divorce. Daniel, qui autrefois ne touchait jamais une goutte d'alcool, buvait maintenant toute la journée. Il avait l'air si abattu et négligé, l'ombre de lui-même. Depuis leur rencontre jusqu'à maintenant, il avait sauvé la vie de Marie une fois, puis avait pris la vie de son fils. Maintenant, elle avait eu sa revanche, mais le voir si abattu ne lui apportait aucune joie, juste un sentiment d'étouffement. Ils avaient été une famille heureuse de 3 personnes autrefois. Marie ne dit rien. Elle se retourna simplement et monta dans la voiture. Jane, avec Joseph, était harcelée quotidiennement par des gens que Marie avait engagés, menant une vie misérable. Pourtant, la mort de Peter pesait encore lourdement sur le cœur de Marie, l'empêchant de dormir la nuit et rendant difficile sa concentration au travail. Peut-être qu'un jour elle laisserait partir Peter et commencerait un nouveau voyage. Avant de partir, je veux que nous comprenions qu'un cœur partagé entre 2 amours n'est jamais entier, et que l'on peut se perdre en essayant de garder les deux. Aussi, lorsque la loyauté est remise en question, même les plus petits gestes ressemblent à une trahison, et que la vengeance peut combler le vide de la perte, mais elle n'apporte jamais la paix. Au contraire, elle ne laisse qu'un vide là où l'amour et le bonheur étaient autrefois.